La révolution. Un mot qui résonne parfois comme une promesse de justice, un feu purificateur, mais qui, d'autres fois, se mue en une nauséabonde, engloutissant non seulement les régimes, mais l'âme même de l'humanité. En octobre 1793, Paris ruisselait encore du sang aristocratique. Dans une cellule humide de la prison de la Conciergerie, l'antichambre de la mort, une femme attendait. Son nom, Marie-Antoinette. Jadis reine de France, elle n'était plus que la prisonnière numéro 280. Chaque titre, chaque parcelle de dignité, chaque protection de sa couronne avait été brutalement anéantie. L'histoire retient son exécution, la guillotine du 16 octobre. Pourtant, la vérité est plus glaçante. Marie-Antoinette mourut bien avant que cette lame ne s'abatte. Lentement, pièce par pièce, dans une cellule devenue le théâtre de sa destruction méthodique. Que s'est-il réellement tramé durant ces 76 jours, entre son arrivée à la Conciergerie le 2 août et sa dernière marche vers l'échafaud? La réponse ne se trouve ni dans les manifestes, ni dans les discours. Elle est cachée dans les lettres fragiles des gardes, les journaux intimes murmurés, et les archives françaises scellées durant plus de 2 siècles. Ce n'est pas l'histoire d'une reine stoïque, c'est la chronique d'Auguste. Marie-Antoinette ne fut pas simplement exécutée, elle fut effacée. Son humanité même fut démantelée avant que son corps n'atteigne jamais la guillotine. Imaginez, la femme la plus puissante d'Europe, des palais à ses pieds, des rois s'inclinant devant elle, des nations à son caprice. Puis, en un instant violent, tout lui est arraché. Non seulement sa couronne, sa richesse, mais ses enfants, sa liberté, son nom, et finalement sa dignité humaine la plus fondamentale. Tel fut son destin. Les révolutionnaires de Paris savaient précisément comment orchestrer cette descente, assurant le maximum de souffrance. Le 2 août 1793, Marie-Antoinette fut transférée de sa prison du Temple à la Conciergerie. La raison officielle, sécurité, après une tentative d'évasion royaliste. La vérité, un besoin cruel de spectacle public. Les révolutionnaires devaient la transformer en un objet de haine, non de pitié. Le Temple, avec son intimité, lui laissait trop de dignité. La Conciergerie allait corriger cette erreur. Cette forteresse médiévale, baignée par la Seine, était la dernière étape avant la guillotine. Sombre, humide, infestée de rats. Sa cellule, la numéro 12, mesurait à peine 3 mètres carrés. Murs noirs de moisissure, sol de pierre froid et perpétuellement trempé. Un lit de fer, une chaise en bois fragile, un pot de chambre et une bougie vacillante formaient son onde. La fenêtre barrée, trop haute, n'offrait qu'un faible rayon de lumière. Pourtant, ces conditions n'étaient qu'un début. La véritable dégradation venait de la destruction systématique de l'intimité, de la dignité, du contrôle sur son propre corps. Marie-Antoinette fut placée sous surveillance 24 heures sur 24, non pas par des gardes discrets, mais par 2 gardes révolutionnaires armés, vivant et dormant dans sa minuscule cellule. Selon les registres du directeur Beau, il devait documenter chaque mouvement, chaque souffle, chaque geste, jour et nuit. Elle ne pouvait se laver, se changer, ni même pourvoir à ses besoins les plus intimes, sans leurs yeux rivés sur elle. Ses tentatives désespérées de supplier pour un rideau furent froidement refusées. Justification officielle, sécurité. Véritable raison, humiliation délibérée. Imaginez le tourment, jamais seul. Jamais un instant d'intimité, toujours observé, jugé, exhibé comme un animal en cage. Le peuple devait la voir humiliée, vaincue, humaine, pathétique.
Les indignités s'étaient tendait à sa santé, rapidement détériorée dans cette cellule humide. Hémorragie chronique, aggravée par le stress et les conditions. Décrit comment Marie-Antoinette tentait de maintenir sa dignité, se changeant dans un coin, le dos tourné. Mais même cette concession fut parfois refusée. Les gardes exigèrent à plusieurs reprises qu'elle se déshabille entièrement, officiellement pour chercher des armes. Ce n'était pas un contrôle, c'était une violence insidieuse et humiliante. À peine voilée par le devoir révolutionnaire. Les gardes commentaient son corps, se moquaient de son état, traitant... Imaginez, une mère, séparée de ses enfants, emprisonnée, mourante d'une maladie, accusée du crime le plus abominable qu'une mère puisse commettre. Mais à cet instant, sa réponse fit jaillir son ancienne dignité royale. Elle se tourna vers les femmes dans l'assistance, sa voix coupant le vacarme, et demanda: « J'en appelle à toutes les mères qui sont ici. Est-ce qu'une telle accusation est seulement possible ?» Un silence profond, bref et fragile s'abattit sur la salle. La machine de la Révolution ne tolérait pas d'humanité pour ses ennemis. Le silence fut violemment brisé. Après un procès-spectacle de 2 jours, plus de 16 heures d'interrogatoire épuisant, sans pause, souffrant de faim et de perte de sang, elle fut condamnée à mort par la guillotine. Le verdict ne surprit personne, mais son exécution cacha une dernière humiliation. Contrairement à Louis XVI, transporté en voiture fermée, Marie-Antoinette fut contrainte de monter sur une charrette ouverte à travers les rues bondées de Paris. Les foules hurlantes pouvaient la voir, la railler, lui cracher dessus, ses mains liées derrière le dos comme une criminelle. Ses cheveux magnifiques brutalement coupés, sa robe, une simple robe blanche, déjà trempée de sang et de sueur. Au matin du 16 octobre 1793, Marie-Antoinette commença son dernier voyage. Les témoins décrivent une femme à peine reconnaissable, visage émacié, yeux creux, corps courbé par la douleur et l'épuisement. Pourtant, elle tentait de préserver une dernière parcelle de dignité. La tête haute, refusant le regard de la foule hostile, elle monta les marches de l'échafaud d'un pas régulier et silencieux. En trébuchant accidentellement sur le pied de l'exécuteur, Charles Sanson, elle prononça ces dernières paroles enregistrées. « Pardonnez-moi, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. » La politesse jusqu'au bout. Un dernier acte poignant d'humanité dans un monde qui l'avait dépouillé de tout. La lame tomba précisément à midi. La tête de Marie-Antoinette fut présentée à la foule hurlante. Son corps fut jeté sans cérémonie dans une fosse anonyme, aux côtés de dizaines d'autres victimes de la guillotine. Sa mort, pourtant, ne fut pas la fin de son calvaire. Pendant plus de 2 siècles, les détails complets et absolument dévastateurs de son humiliation à la conciergerie restèrent scellés dans les archives nationales françaises. Jugés trop honteux, trop cruels, trop inhumains pour être rendus publics. Il fallut attendre 1989, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution, pour que les historiens commencent à dévoiler la totalité des dossiers. Ceux-ci comprenaient les mémoires de Rosalie Lamorlière, autrefois censurés, les journaux intimes troublants des gardes et les rapports officiels glaçants du directeur de la conciergerie.
Ce que ces documents révèlent est véritablement déchirant. La souffrance de Marie-Antoinette n'était pas une conséquence malheureuse et involontaire de la justice révolutionnaire. C'était une campagne systématique, méticuleusement calculée, de torture psychologique et, oui, de torture sexuelle. Elle fut conçue dans un but singulièrement cruel, transformer une femme puissante en un objet de pitié, que le peuple français pourrait mépriser sans le moindre pincement de conscience. Les révolutionnaires comprenaient, avec une cruauté intuitive, ce que les psychologues modernes appellent la déshumanisation systématique. Si vous avez l'intention de convaincre les gens de commettre des actes véritablement atroces, vous devez d'abord dépouiller la victime de son humanité. Marie-Antoinette fut déshumanisée non seulement par une propagande incessante, mais à chaque instant de ses 76 jours de captivité. Chaque acte d'exposition forcée, chaque refus de dignité fondamentale était une étape délibérée dans cet effacement calculé. La question demeure pourquoi ? Pourquoi le coup rapide et décisif de la guillotine n'aurait-il pas suffi ? Pourquoi Marie-Antoinette devait-elle être anéantie psychologiquement avant que son corps ne soit physiquement détruit ? La réponse réside au plus profond de la nature même de la justice révolutionnaire. La Révolution française proclamait haut et fort la liberté, l'égalité et la fraternité. Pourtant, ses dirigeants savaient que le véritable pouvoir résidait non seulement dans le fait de tuer les ennemis, mais dans le fait de les dégrader totalement, de les briser, de les transformer en exemples si terrifiants qu'ils réduiraient au silence toute dissidence. Marie-Antoinette n'était pas seulement une reine, elle était un symbole puissant, et les symboles, croyait-il, devaient être complètement anéantis, non seulement physiquement, mais dans tous les aspects imaginables de leur être même. Son humiliation systématique était un message brutal et sans équivoque, envoyé à chaque aristocrate, à chaque ennemi de la Révolution. Voici ce qui arrive à ceux qui osent nous défier. Non pas seulement la mort, mais une destruction chaque instant de son humiliation calculée. Marie-Antoinette n'est pas morte le 16 octobre 1793. Elle est morte chaque jour, chaque instant de ses 76 jours à la conciergerie. Elle est morte pièce par pièce, dans une agonie lente, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un corps brisé, méticuleusement préparé pour la lame. La guillotine, dans sa rapidité terrifiante, fut miséricordieuse comparée à ce qui la précéda. La mort fut pour Marie-Antoinette un salut sinistre, non une punition. La véritable punition fut la vie qu'elle fut forcée d'endurer dans cette minuscule cellule étouffante, déshumanisée, exposée et complètement effacée bien avant que son cœur ne cesse enfin de battre. Que pensez-vous de son histoire ? Comment l'histoire devrait-elle se souvenir de tels actes de cruauté systématique perpétrés au nom d'une prétendue justice ? Le passé n'est pas toujours propre, ni souvent simple. C'est une tapisserie tissée de fils de triomphe et de terreur, d'idéaux nobles et de brutalité choquante. Lorsque nous choisissons d'ignorer les fils les plus sombres, nous risquons d'oublier l'image complète, de perdre les leçons cachées dans les ombres. Ici, nous mettons en lumière les histoires que l'histoire a tenté d'enterrer. Les archives du pouvoir recèlent encore d'innombrables secrets.
et chaque histoire que nous découvrons, chaque voix muselée que nous amplifions, est un acte de justice pour ceux qui sont oubliés. La cellule est toujours là, les pierres se souviennent toujours, et maintenant, vous vous souvenez aussi. Questionnez tout ce qu'on vous a dit sur les révolutions, sur la justice et sur la nature fondamentale du pouvoir. La vérité, dans toute sa brutalité crue et non filtrée, est toujours plus sombre, infiniment plus complexe et profondément plus humaine que les récits officiels ne voudraient nous le faire croire. Elle défie nos confortables hypothèses, nous force à affronter des vérités inconfortables sur la nature humaine et la capacité à la cruauté, même dans la poursuite de ce qui est jugé juste. L'héritage des derniers jours de Marie-Antoinette sert de rappel brutal que même dans la quête de la libération, la ligne entre justice et vengeance peut s'estomper, transformant même les aspirations les plus nobles en un véhicule d'oppression systématique et écrasante pour l'âme. C'est un conte avertisseur, gravé dans la pierre froide de la conciergerie, murmurant les dangers inhérents lorsque l'humanité est dépouillée, un instant calculé à la fois. Ce n'est pas juste de l'histoire, c'est un miroir reflétant le potentiel de ténèbres qui réside en chacun de nous.